En général, on fait des soirées par rapport aux effets secondaires de ces injections. Et ce soir, on a vraiment décidé de rester focus par rapport à ces histoires d'OMS. Donc les personnes qui ont posé des questions, par contre, par rapport à ces histoires d'injections, etc., n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou par notre formulaire de contact et on vous répondra avec plaisir. Il y avait des questions aussi plus au niveau de l'organisation. Donc certaines personnes demandaient aussi la présentation du professeur Perron, vu que on a loupé un petit bout à cause de problèmes techniques. Donc je crois que c'est bon. Après, on va pouvoir la voir et la transmettre. On pourra la mettre aussi sur notre site. Est-ce qu'on va faire d'autres conférences? Oui, mais des plus petites. Et régulièrement, comme on fait déjà depuis un moment avec différents thèmes, où on continue à informer la population le mieux qu'on peut, avec des experts aussi de qualité à chaque fois. Où seront publiées les vidéos du jour? Sur notre site www.réinfosanté.ch, toujours sans accent. Voilà, donc ça c'était les questions au niveau pratique. Alors, les questions au niveau, il y a eu plusieurs questions au niveau de l'OMS. Alors déjà, la grande question, alors vous pourrez choisir qui souhaite de répondre. Comment sortir de l'OMS ? Ok, alors comment sortir de l'OMS? Il y a plusieurs options. Vu qu'il n'y a aucun article qui prévoit de sortir ni de l'OMS ni de l'ONU, parce que j'ai cherché aussi des Nations Unies et de la Charte des Nations Unies, ça veut déjà dire une chose, c'est qu'ils n'ont pas du tout prévu le divorce. C'est comme quand on se marie, on ne prévoit pas le divorce. Donc, il y a la solution que le président Trump a trouvée, c'est de bloquer les financements et de geler le financement. Il a donné comme une image, comme il a fait pour beaucoup de choses, et je pense que ça, c'est une solution. Mais si l'État suisse ou français ou néerlandais ne veut pas bloquer les finances, c'est qu'il ne fait pas partie du peuple, mais il fait partie déjà du gouvernement mondial. Et moi, j'ai cette hypothèse vraiment très forte que tous les gouvernements ont été achetés, corrompus ou en blackmailing, en chantage, comme on voit, le chantage fait partie de la politique mondiale. Et donc, le peuple doit aider le gouvernement à s'arrêter, à arrêter. Donc, je dis toujours la même chose. Il faut qu'on dise non, d'accord. Mais on peut dire non de plusieurs façons. Il faut absolument écrire. Et je pense que même des groupes, même des ensemble, comme Natural Law, comme sous la loi anglaise, on peut se mettre en groupe et écrire. Mais il faut écrire à plusieurs personnes. Donc, je prends plusieurs niveaux. Je me dis, OK, il faut écrire à notre gouvernement, donc suisse ou autre, au président, au ministre de la Santé, et faire copie à Tedros et au secrétaire général. Donc, vous prenez tous les échelons au niveau du chef des chefs, donc les présidents, voilà, du pays. Et puis ensuite, vous prenez au niveau de l'ONU, comme j'avais décrit, eh ben, vous avez Tedros, qui est le représentant pour l'instant du directeur général, mais ce n'est pas le chef des Nations Unies. Donc il faut aller aussi plus haut, et il faut en tout cas faire copie, plus une lettre au secrétaire général Guterres, et éventuellement aussi au Conseil de sécurité, parce que sinon, on n'arrive pas à bloquer tout le système, et on a au moins la preuve écrite qu'on a dit ça et qu'on est d'accord. Maintenant, ça c'est une loi. Après, on peut faire avec les avocats, et je pense que Philippe va en parler. Mais il y a une troisième solution, et ça c'est Rainer Fulmich qui a donné l'idée dernièrement quand je l'ai vu parler à la télévision suédoise, et ça me parle beaucoup parce qu'on en avait beaucoup parlé avec Rainer Fulmich au début du Corona-Ausschuss. C'est que moi je lui dis, mais on ne peut pas faire un tribunal militaire ou un tribunal, puisqu'ils ont ramené tous les tribunaux sous l'ONU. Le ICC, le International Court of Criminal Court et Court of Justice, donc la Cour criminelle et la Cour de justice, est prise sous l'ONU et le Conseil de sécurité avec la Convention, et le Code de Nuremberg aussi a été rapatrié après qu'ils aient ajouté l'article 7. Donc ça a été ajouté après, d'après les experts. Donc on ne peut pas utiliser l'ONU et on ne peut pas utiliser ses cours. Donc il a proposé une chose très intéressante, c'est qu'il y a des tribunaux
des pays et des peuples indigènes qui ont une validité dans le pays lui-même, comme la Nouvelle-Zélande, et que le tribunal des Maoris est reconnu par la Nouvelle-Zélande comme un tribunal, et que les peuples, de peuple en peuple, et j'ai parlé avec la Suède et tout ça, il y a des peuples partout dans le monde qui ont des tribunaux de lois naturelles de peuples indigènes qui ont une validité au niveau des pays ou au niveau des peuples. Donc ça, c'est une idée, et je vous dis juste une chose en passant, c'est que moi j'ai été beaucoup et très liée au peuple indigène, non seulement dans le truc interreligieux, mais aussi parce qu'à l'ONU, en cherchant où est l'autodétermination des peuples, qui est une loi très importante pour les peuples indigènes, eh ben, vous retrouvez quoi? Qu'ils ont mis les peuples indigènes de côté. Hawaï et Alaska ont essayé de demander leur indépendance, et ils appellent ça le Forum des peuples indigènes. Et ils l'ont mis à côté de l'ONU, comme ils ont beaucoup fait, c'est d'évacuer les choses importantes, alors que les territoires ont été pris. Je vous rappelle juste que l'Alaska a été vendu, c'était au peuple indigène, il a été vendu de la Russie aux États-Unis, alors que c'est les peuples indigènes qui habitaient. C'est des exemples comme ça, que en fait l'histoire des colonialistes est une histoire très discutée à l'ONU, et je suis sûre que Robert aussi a des choses à dire là-dessus. Voilà, en tout cas, voilà, il y a plusieurs solutions, mais ce qui est sûr, certain, c'est qu'on doit dire non, et il y a peut-être une dernière bémol, c'est qu'on doit reprendre le pouvoir local et petit à petit régional sur les votes, parce que tous les votes sont biaisés indirectement par les votes électroniques, les votes par... on peut tout biaiser. Donc comme on ne peut plus faire confiance au gouvernement, et, ben, il faut s'organiser pour l'aider à nous redonner notre souveraineté. Oui, merci Astrid. Peut-être que je peux ajouter que, à mon avis, il s'agit d'une phase de notre civilisation très importante, parce qu'on est en train de réaliser que pas seulement nos gouvernements nationaux, mais aussi une institution supranationale est en train de prendre le pouvoir dans leurs mains sans nous permettre de rester en direction. Qui est le chef du destin d'un gouvernement, du destin de tout un pays? C'est toujours le peuple. Nous, ce sont nous, le patron, ce sont nous qui donnent les directions, et ce principe a plus ou moins bien fonctionné dans les derniers 70, 80 années, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on est en train de réaliser que tout le pouvoir a été acheté par les grands cartels, grands monopoles. Ils ont acheté nos gouvernements, ils ont acheté le OMS et les autres ONU et les autres institutions internationales. La seule réponse qu'on peut donner dans une situation comme ça est qu'on va manifester très clairement nos directions. Et comment faire? Ça, c'est la question. Comment peut-on le manifester? D'abord, avant de répondre à cette question, on peut dire et constater que toute cette question en ce qui concerne l'OMS est très mature, comme presque pas un autre problème. Si on prend la guerre Russie-Ukraine, ou bien gender, ou bien CO2, ce sont aussi des grands problèmes, mais ils ne sont pas tellement bien maturés que l'OMS. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'OMS nous a triché, trompé avec cette méthode PCR. On a tout fait en ce qui concerne le PCR, c'est tout sur la table. La même chose, le même est correct en ce qui concerne la mRNA substance. C'est tout. C'est pour cela qu'on va faire une version actualisée de notre plainte pénale, parce qu'il y a tellement d'évidence qui supporte tout ce qu'on vient de dire, qu'il n'y a pas d'efficacité et que c'est vraiment dangereux. C'est tout dans la responsabilité de l'OMS. Alors,
ça, on peut l'utiliser sur deux chemins. Numéro un, c'est ce que vient Astrid de dire. Oui, il faut écrire des lettres, et je peux vous dire que les exemples pour des lettres sont en train d'être produits ou sont déjà sur la table. Ça pousse maintenant. Je viens des soirées comme ça, de Munich, d'Autriche, Norvège, et je peux vous dire, partout, les gens partagent absolument la même force, la même décision. Et les propositions qu'on vient de voir ce soir sont tellement claires que ça, c'est une grande chance de démontrer aux ceux qui n'ont pas encore compris qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est une voie d'écrire ces lettres. Une autre voie, et elle est même peut-être plus importante, c'est d'approcher les gens qui sont importants dans notre société. Ce sont les entrepreneurs, les politiciens et aussi les professeurs. Eux, il faut les approcher un peu derrière les portes. Oui, Claude. Pour leur dire, voilà, on passe maintenant une journée ensemble, dans un cadre comme ça. Demain, vous savez quoi faire. Il nous faut de ces gens-là un grand groupe puissant dans tous nos pays, les entrepreneurs, quelques individus de la politique et aussi des professeurs de l'académie qui vont créer, former disons, un grand groupe assez fort pour faire une apparition au public pour dire voilà, maintenant ça suffit. Maintenant, ça c'est pas seulement les gens sur la rue ou bien les Freiheitsstrichler ou bien la base ou quelques petites gens qui écrivent des lettres. Maintenant, c'est nous qui prenons le destin dans nos mains et qui peut vraiment dire ça suffit, on va autrement aller dans une direction extrêmement dangereuse. Et ça, à mon avis, on est en train de l'essayer, d'établir ces liens avec des gens importants. Et ça, c'est mon chemin que je vais poursuivre. Et en ce qui concerne la voie légale, franchement, la voie juridique tient beaucoup de temps. Et la seule raison pour le faire quand même, c'est parce que si on vraiment se fait le travail de présenter tout, on peut l'utiliser pour tout notre développement, pour informer les gens, pour informer le public. Et ça, c'est nécessaire maintenant pour les prochains 12 mois. Alors, on va produire cette deuxième version de notre plainte pénale et peut-être on va suivre avec une plainte. On va voir. On va présenter ce travail au public. Voilà. Merci. Alors, la question suivante, je crois qu'il y a certaines personnes qui cherchent à déménager. Quels sont les pays qui n'adhèrent pas à l'OMS? Alors, il y a le Panama. Le Vatican, non. Le Vatican, il a les deux pieds dedans comme observatoire. Comme observateur. Liechtenstein, oui, mais c'est observateur. C'est pas évident, mais ce que beaucoup disent, c'est que l'Europe, c'est le battlefield. Les États-Unis et l'Europe sont le champ de guerre. Et que c'est une très bonne question. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Dans les intervenants, quelqu'un a une réponse? Non? Shenaz, toi tu sais? Taïwan? Non, mais je ne pense pas. Parce que Taïwan, c'est la Chine. Et si Margaret Chan était coincée, c'est parce que quand vous parlez de Taïwan, la Chine est derrière et dit vous parlez de la Chine, parce que ce n'est pas Taïwan. Et moi, j'ai eu des problèmes parce qu'on organisait le sommet de l'information. Et là, Taïwan avait mis un panel sur ICT4D, le Information Communication Technology Forum. Et je travaillais pour le gouvernement pour organiser ça avec des tas de panels. Et il y a eu un téléphone de la Chine, de l'ambassade chinoise, a dit si vous n'enlevez pas le panel de la Taïwan, on cancel, on va annuler tout et on part.
Donc, c'est pas possible de parler de Taïwan. Aujourd'hui, c'est non diplomatique en termes d'ONU. C'est comme Robert qui se fait virer de l'OMS. Le Taïwan est bien diplomatiquement reconnu comme la République de Chine qui remonte à 1911. Le problème, c'est qu'on a créé deux autorités différentes avec la reconnaissance de la Chine populaire en 1972 par le régime Nixon-Kissinger. En ce qui concerne la situation actuelle, le Taïwan a créé des liens et des liens de communication avec la Chine exemplaires. Et ce sont les États-Unis qui les ont brisés. Mais jusqu'à relativement récemment, le Taïwan avait ministre, ils appelaient ça en anglais the Cross Straits Minister, the Straits étant les étroits. Et à travers les étroits, un ministre qui s'occupait des affaires. Les échanges étaient constants. Les Chinois étaient les Taïwanais étaient parmi les premiers investisseurs en Chine. Et les Chinois constituaient le groupe touristique le plus important de loin pour le Taïwan parce que le trésor du palais impérial se trouve à Taipei. C'est l'une des plus grandes collections d'art du monde qui rivalise avec l'Ermitage ou le Louvre. Et les Chinois venaient par centaines de milliers pour visiter ça. Et ce sont les États-Unis qui ont mis le bâton dans les roues et qui ont dressé le Taïwan contre la Chine, qui l'ont fait jouer le rôle de pion. Et maintenant, on voit le problème. Mais jusque-là, la Chine a insisté, laissons les choses comme elles sont. Comme elles sont, c'était selon l'accord de 72. On reconnaît que le Taïwan fait partie de la Chine, mais une réunification soit discutée dans un avenir lointain. Pour l'instant, on laisse tout tranquille. Et ça marchait très bien jusqu'à l'intervention des États-Unis qui veulent utiliser le Taïwan exactement comme ils ont utilisé l'Ukraine contre la Russie. Mais de toute façon, diplomatiquement, c'est un pays qui est reconnu, qui entretient encore des relations diplomatiques avec d'autres pays, des petits pays surtout, mais dont l'existence et en continuité de l'existence de l'État qui remonte à 1911. Voilà. Mais le problème avec la Chine, moi j'y vois partout l'empreinte des États-Unis. Et les États-Unis sont beaucoup faits pour jouer avec le Taïwan au sein de l'OMS, d'un côté en cultivant l'animosité et en même temps en insistant à ce que le Taïwan soit admis à l'Assemblée mondiale de la santé. C'est typiquement états-unien. Non, je veux juste ajouter, si vous craignez d'être sous une dictature, il y a quand même des régions qui ont résisté, et on en parlait avec Christian. C'est la Guadeloupe qui est sortie et qui a résisté, c'est la France. Mais c'est aussi le Texas qui a toujours dit, nous, on peut être une république et on peut se séparer. Il va pas être d'accord. En tout cas, ces deux pays, en tout cas, c'est des exemples. Et puis, c'est mieux d'aller local et où il n'y a ni intelligence artificielle, ni, je suis désolée, mais les tours 5G et tout ce qui est Internet. Parce que vous êtes en dehors et on peut pas. Donc les villes sont peut-être le premier endroit. On va essayer de faire du cashless, on le sait par programmation prédictive, que les villes peuvent être en danger. Mais sinon, la campagne, c'est beaucoup plus difficile de toute façon de maîtriser le peuple. Oui. Madagascar voulait sortir de l'OMS, c'est juste. Alors je vous informe déjà, je suis vite allée regarder l'heure, il nous reste encore à peu près 20 minutes, si jamais. On va foncer. Alors, que faire contre l'emploi abusif du droit d'urgence, Covid, Crédit Suisse, climat, etc. Oui, naturellement, il y a des initiatives, c'est correct. Mais ce que j'ai vu, le problème le plus grand dans les derniers 3 ans
c'est absolument que les gouvernements ne sont pas prêts à bien considérer les faits. It's as simple as that. Si les gens ne considèrent pas bien les faits qui sont sur la table, qui sont établis par les scientifiques, on va toujours arriver à une décision qui est fausse. C'était quelle la base pour la loi d'urgence sur Covid? C'était les tests, bien expliqués du professeur Perron, sur la table déjà depuis l'été 2020. Mais ils ont continué. Et la question est comment peut-on contraindre, enforcer le gouvernement de bien considérer les faits. Et c'était ça que moi j'ai essayé depuis 2 ans et demi. Ça, c'est le grand problème. Et on a, pour cela, fondé cette association, le comité des juristes, pour confronter le Parlement suisse, avec ce problème. Et vous avez lu ce qu'ils ont répondu. Ils ont dit on ne peut pas reconsidérer les faits autant que la pandémie dure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il fallait une instance indépendante ou bien une force majeure. Et on revient toujours aux mêmes situations. Ce seront nous, les citoyens, de forcer notre gouvernement d'agir dans nos intérêts. Et à mon avis, ce problème, l'OMS et aussi les votes qui sont devant notre porte, nous posent une très bonne option de leur dire maintenant, ça suffit vraiment, parce qu'on va toujours trouver des prétextes de les interpréter d'une manière que la loi d'urgence soit justifiée. Ils vont toujours les inventer. Et personnellement, je n'ai pas une réponse finale, mais le problème est sur la disinterpretation, misinterpretation and manufacturing des faits. Et c'est un scandale que, personnellement, moi, je ne peux pas l'accepter. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, professeur Perron? Je ne sais pas de ma compétence. Ah oui, mais en général, c'est le problème. Le même problème se pose aussi en France. Eux aussi, en France. La question précise, c'est... La question précise est pourquoi les gouvernements sautent sur les urgences. Ils aiment les urgences parce que ça leur donne extra pouvoir. Et c'est par exemple c'est l'exemple que j'avais cité quand on a porté plainte au Conseil d'État en disant que le Conseil de la santé publique respectait pas les procédures normales. Il a dit oui, d'accord, mais c'est pas comme d'habitude, mais c'est parce qu'il y a l'urgence sanitaire. Et c'est pas par hasard que Macron a dit nous sommes en guerre et a créé un Conseil de défense. Un Conseil de défense, c'est normalement quand il y a la guerre. Et le Conseil de défense, on ne sait pas qui sont les membres. Tout était fait dans l'obscurité, il n'y avait pas de compte-rendu, ça court-circuitait les ministres, l'Assemblée nationale. Donc voilà, je pense que de toute façon, c'est un grand complot mondial et qu'il s'abrite derrière cette soi-disant urgence sanitaire. Et c'est vrai que si le traité de la pandémie sort, il y aura un nouveau virus, une nouvelle crainte climatique tous les 6 mois. Et je crois qu'on sera en situation d'urgence sanitaire ad vitam aeternam. Hein. Donc... Alors, pour moi, c'est clair que, en fait, le directeur général de l'OMS n'a aucune légitimité. Il est voté par des secteurs privés et pas par des pays, et il n'est pas non plus voté par le peuple. Donc ça, c'est vraiment important de dire qu'il n'y a aucune légitimité à l'OMS de décider à la place des personnes. Et ça, il faut le dire avant avril 2024, et il faut stopper cette tyrannie, parce qu'il n'est que le porte-parole du secteur privé qui représente, on a maintenant 84% du financement, et il faut stopper tout de suite ce financement. Puis ça est très bien montré dans ce film. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est le secteur privé qui nous dirige. Et donc allez, les avocats, mais il faut dénoncer ça, et tant que les médias sont payés par ces mêmes, en fait, c'est l'argent qui corrompt toute la chaîne qu'on a devant nos yeux. Donc tout ce qu'on peut faire comme action pour dénoncer les médias,
qui mentent et qui sont à la merci et qui sont payés. Et on a, en fait, voilà, je parlais avec Nadia, il y a tous les financements dans les emails de Fauci. Alors il y en a 3000, mais vous pouvez trouver tous les financements corrompus pour montrer que la chaîne est corrompue et que l'ONU et l'OMS n'ont plus de légitimité de nous représenter. Il y a une autre idée, c'est que IATA, l'Agence internationale des transports, qui a forcé tous les passagers à se vacciner, plus tous les pilotes, c'est une agence qui est à l'intérieur de l'ONU, qui n'a rien à voir à l'intérieur de l'ONU. Alors, pourquoi est-ce qu'elle se permet de nous forcer à quelque chose, alors que c'est une compagnie et qui va complètement contre nos droits humains fondamentaux? Et ça aussi, partout, il y a des contradictions. Troisième chose, Pfizer est une compagnie qui est basée à New York, Pfizer Inc., et que sous l'amendement numéro 1 des États-Unis, on n'a pas le droit de forcer un vaccin. Donc, aux États-Unis, on ne peut pas forcer un vaccin. Et comme c'est une compagnie internationale basée aux États-Unis, elle n'a pas le droit de forcer les autres pays à se vacciner pour faire de l'argent. Donc là aussi, il y a une chaîne juridique à attaquer. Donc, il y a plein de voies juridiques et populaires à le faire. Et je pense qu'un des problèmes, c'est vraiment les médias. Je ne sais pas comment faire pour faire quelque chose. Tu as une idée? L'absence d'indépendance de la justice, on sait qu'il y a des cours européennes qui sont un petit peu sous le contrôle financier de Soros et d'autres, donc c'est très difficile. On voit que beaucoup de magistrats dans le monde sont sous contrôle et rejettent les dossiers sans même les examiner. Et ça, c'est terrible pour la démocratie. Normalement, les contre-pouvoirs, c'était la justice et les médias. Et là, on voit qu'il y en a... Oui, l'éveil augmente. Mais... Alors, une autre question qui est de nouveau plus juridique. Est-ce qu'il serait possible de mettre dans la Constitution suisse que les lois respectent la Constitution? Oui, cette question est dirigée vers l'article 190, qui est un article d'une décision fondamentale. Cette décision fondamentale en Suisse est d'un seul mot notre système comme il est en Suisse conceptionnalisé. C'est le pouvoir suprême, c'est pas un cours constitutionnel comme c'est le cas en Allemagne, en Autriche et peut-être, je pense, aussi en France. En Suisse, le pouvoir suprême, c'est le Parlement. C'est le Parlement. Ça veut dire, et pourquoi on l'a fait? On a pensé que c'est beaucoup plus difficile de corrompre 240 membres de Parlement que une douzaine de juges. Et en théorie, c'est correct. C'est beaucoup plus difficile de corrompre tout un Parlement. Ce qu'on a vu maintenant est toujours possible. Alors, mais c'est un résultat de cette logique, et c'est une conséquence très logique aussi, qu'on a dit, alors, si on dit une fois que le Parlement est notre pouvoir suprême en Suisse, on ne peut pas mettre en top de ce Parlement une cour qui corrige les lois de ce Parlement. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a cet article 190 qui dit, même si les lois, les actes du Parlement sont contre la Constitution, il faut les accepter parce qu'une fois, on a fait cette décision fondamentale que ça soit le Parlement suisse, là, le pouvoir principal, suprême. Et si on veut changer le concept de notre Constitution et dire, bon, on préfère d'avoir le même concept qu'en Allemagne, en Autriche et en France, oui, alors il faut changer cet article. C'est correct. Mais je doute personnellement que ça va nous aider. Parce que comme on a vu, en Allemagne, en Autriche, ces cours de justice suprême n'ont pas résolu le problème. Résolu le problème, pardon. Un peu, pardon? Oui. Oui, on ne les entend pas. Alors, vous savez, depuis le début de toute cette pandémie,
avec d'autres avocats ensemble, on a écrit aux membres parlementaires, et je fais connaissance au moins d'une douzaine, peut-être 20 gens normaux suisses qui ont aussi écrit aux membres parlementaires et ont fourni des informations. Alors, je peux vous dire, les parlementaires normal en Suisse, ils fonctionnent comme ça. Ils regardent les journaux le matin. C'est Blick, ou bien ici, c'est quoi ici? Voilà. Et ce qui n'est pas dedans, dans les 20 minutes, ça ne lui intéresse pas du tout. Ça, c'est la réalité. Et on leur a écrit plusieurs fois des analyses en ce qui concerne PCR, en ce qui concerne la vaccination. Et ils ont dit, bon, alors, chez nous, on ne lit pas des documents qui ont plus que 2 pages. Oui, oui. On avait mis 20 pages. Voilà. Alors, ils ne sont pas intéressés à préserver la Constitution. Ils n'ont pas, ils sont pas payés pour faire ça. Oui. Et en France, avec l'association Bon Sens, on a envoyé plusieurs fois des lettres recommandées avec accusé de réception à tous les députés, tous les sénateurs avant le vote de certaines lois, en leur donnant tous les textes des publications officielles internationales en disant réfléchissez avant de prendre votre décision, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Je sais que ça en a dérangé certains, mais ils ont suivi le vote de leur groupe parlementaire quand même, hein, la plupart. Oui, mais vous avez absolument raison. Dans une situation où c'est absolument clair que le problème principal de notre pays, c'est Covid-19 et c'est l'OMS, alors, comme membre du Parlement, il faut faire un effort et s'informer soi-même. Et c'est, à mon avis, absolument shameful que les membres du Parlement toujours prétendent de ne savoir rien. Incroyable. Incroyable. J'avais le droit d'être auditionné à la Chambre des députés du Luxembourg, c'était il y a plus d'1 an, avec d'autres. D'ailleurs, Montagnier était là dans une autre session. Et il y avait les députés, il y avait la ministre de la Santé, le directeur général de la Santé, il y avait tout le monde. Et moi, je leur ai dit, d'ailleurs, quand je parlais du Code de Nuremberg, que s'ils votaient certaines choses, ils seraient mis en cause personnellement dans les tribunaux pénaux après. Je sais que, d'ailleurs, ils n'ont pas voté complètement les lois. Et alors, peut-être que notre audition a servi à quelque chose, mais moi, je leur ai dit clairement en face. Oui. Mais je peux vous assurer, il y a des exceptions. Et il y a de plus en plus des exceptions, même ici en Suisse. Oui. Oui, on les pousse. Une autre question pratique. Existe-t-il un site qui répertorie les actions judiciaires en cours ou entrées en force dans le monde à propos du Covid? Est-ce que vous savez? D'un site internet pour la Suisse, je ne sais pas, mais oui, je le sais sur Telegram. Il y a un Telegram où il y a toujours les efforts les plus actuels sur Telegram. Free Freedom, je pense c'est le nom. International, je pense qu'il y a quelque chose. Oui, je ne peux pas vous le dire, mais j'ai déjà aussi moi-même fourni mon travail à ce site. Oui. Bon, moi, je sais qu'il y a Maître Arrojo-Recha qui répertorie le plus possible en France et dans la francophonie. Et elle travaille avec une autre assistante, je ne me rappelle plus le nom, qui répertorie aussi sur tous les décédés du vaccin sportif, par exemple. Je ne me rappelle plus son nom. Mais aux États-Unis, il y a plusieurs groupes. Hein, donc, Aux États-Unis, en tête de peloton, il y a Children's Health Defense. Et eux, ils traquent de manière méticuleuse tout ce qui se passe en général dans le monde anglophone, qui a déjà pas mal de territoires. Et ils envoient des listes d'articles avec des liens chaque jour. Et un abonnement est gratuit, mais Children's Health Defense. Pardon? Je sais pas. Bon, mais ils font quand même la publicité pour eux-mêmes, hein, le groupe Kennedy. Donc, non, franchement, il faut le dire. Donc, il y a quand même, il faut aller voir Freedom Defense, il faut voir. Il y a plusieurs groupes aux États-Unis et il y a des avocats comme Rance, comme
Il y a plusieurs avocats super importants qui ont fait des grosses Mais attaques. Children's Health Defense actuellement a beaucoup d'argent parce que Justement. tout le bénéfice du livre de Robert Kennedy a été offert à l'association. Et c'est avec ça qu'ils ont lancé eux-mêmes des procès, jusqu'à une trentaine de procès actuels en cours. Tous liés directement au vaccin et surtout à ces produits qu'on appelle vaccins. Il y a des procès un peu partout. Il y en a en Norvège, il y a une avocate qui est fantastique, Barbro Paulsen. Il y a des poursuites aussi en Finlande, des poursuites en Italie. Ouais, et ça, c'est vrai, peut-être c'est mieux que ce soit éparpillé, mais si vous tapez procès ou en Telegram, il y a des très bonnes banques de données. Oui, parce que les Indiens, ils ont réussi à incriminer Bill Gates. Il est pendu s'il rentre. S'il ne peut pas rentrer en Inde. Parce que pour pendaison, pour crime. Moi, je suis fier, avec 3 amis français, on a porté plainte contre Bill Gates suite à son passage à la télévision en France. Alors, il ne s'est pas déplacé, c'est une famille d'avocats, donc il a envoyé un avocat, mais il y a comme un jugement au tribunal de Nanterre, près de Paris. Évidemment, on a été déboutés. Ces avocats n'ont pas du tout répondu à notre plainte, c'était un peu noyé. On ne se faisait pas beaucoup d'illusions, mais c'était un petit plaisir quand même. Oui, mais moi je veux souligner que les défaites sont des réussites, parce que la lettre que tu as montrée, qu'ils ont dit que non, il n'y a pas de pandémie, enfin, la lettre que tu as, qui n'ont pas voulu accepter la plainte, c'est une perle. La lettre que tu as montrée où ils disent non, c'est pas possible d'arrêter. Oui. Oui, c'est à l'internet, oui. La lettre que tu as faite, où ils signent qu'on ne peut pas arrêter la loi d'urgence parce qu'il y a une urgence. C'est une perle quand même. C'est magnifique. Elle devrait gagner le prix de la blague en France. Elle va gagner le prix de la blague de Covid. Oui. C'est sur l'Internet, sur le site des Juristencomité. Vous allez le trouver, Juristencomité, et c'est une lettre du 21 février 2022. Ils ont vraiment répondu comme ça. Alors, avec cette logique, maintenant, ils doivent commencer à faire cette enquête. Ouais. Ce que tu dis est vrai quand on perd certains procès. La partie adverse où les juges donnent des informations très utiles qu'on peut réutiliser pour un procès suivant, parce qu'ils sont obligés de se dévoiler un petit peu dans leur processus de défense. Alors, la dernière question de la soirée, question très typique à la Suisse. Est-il possible de connaître les noms des administrateurs de l'OFSP ayant participé à la réforme du traité, du RSI en 2005? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Est-ce que vous savez qui était Non, mais en fait, ceux qui vont décider les choses à l'OMS, c'est pas l'OFSP, c'est le ministère de la Santé. Et de toute façon, Thomas Zeltner avait les pieds bien tout le long avec l'OMS. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. Thomas Zeltner était adorable, mais maintenant, il est à la tête de SAGE, non, un des départements qui dirige la fondation, je crois, de l'OMS. Ah oui, il est à la tête de la fondation de l'OMS. Je voulais faire une petite annonce parce que le professeur Jérôme Salomon, que j'ai eu comme interne dans mon service, assistant, que j'ai nommé professeur, c'est lui qui a été directeur général de la santé, là, qui comptait les morts tous les soirs à la télévision. Et là, il a été remplacé récemment, donc il a été envoyé à l'OMS comme un des directeurs adjoints de l'OMS, donc chargé de toute cette politique infectieuse. Je pense qu'il va participer à la rédaction de ce traité. Donc voilà, il vient de mon service. Ouais, j'ai fait des élèves tout à fait compétents pour l'OMS. Mais je veux juste dire qu'en 2005, c'était Gro Harlem Brundtland, la Norvégienne, qui était directrice générale de l'OMS, et que ce n'est pas eux qui ont fait le pire document, c'est ce qui se passe maintenant. C'est depuis 2009, quand Bill Gates a signé un accord que vous pouvez trouver officiellement en 3 langues sur le site de
du gouvernement, c'est un accord avec Gavi, avec la Suisse, qu'il a le statut d'organisation internationale comme l'OMS. Et à partir de là, vous pouvez voir les accords qui ont été faits avec l'OMS et vous pouvez voir qui fait partie du board de Gavi, qui fait partie du board de la fondation Bill Gates, Melinda Gates Foundation, qui ils ont financé en Suisse toutes les universités et toutes les facultés de médecine, j'ai contrôlé, hein, tous les gens qui étaient dans le comité scientifique. Et là, vous avez vraiment qui a fait partie, parce que vous voyez que Tedros faisait partie du board de Gavi. Donc, il avait, et même Mary Robinson, qui était à la tête des commissions des droits de l'homme, avait le droit de signature de Gavi. Il faut quand même voir que le business du vaccin, qui ne devrait pas avoir de conflit d'intérêts, a fait partie de l'ONU depuis, il y avait l'UNICEF avant, mais là... Donc, tous ceux qui ont participé dans les boards des pays et de la Suisse, vous pouvez aller les interroger. Donc, Zeltner, il sait ce qui s'est passé. Merci. Geert, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose pour clore la soirée? Vas-y, pour Gavi. Là. Gavi. Oui. Non, en fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter, juste une petite remarque. J'entends bien sûr qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font. Enfin, on voit maintenant que la résistance prend de l'ampleur et que, bon, étant donné bien sûr que la situation s'est calmée un peu, la seule chose que j'aimerais quand même dire, c'est qu'il faut quand même toujours tenir compte du virus. Il n'y a pas que le virus. Hein. Parce que si le monde tourne autour d'un virus, on est perdu. Parce qu'on ne meurt pas seulement d'un virus. Hein. Le virus, c'est une toute petite graine dans tout le spectre des causalités de maladies et de l'épigénétique, de l'expression du gène. Donc, je veux vraiment arrêter cette virose maniaque parce qu'on ne peut pas être obsédé par un virus. Ok, Astrid, à ce moment, je retire tout ce que j'ai dit. Non, et je respecte profondément tes compétences en matière d'immunologie, virologie, vaccinologie. J'ai pas dit que j'étais virologue, j'ai dit qu'on peut pas faire tourner le monde autour d'un virus. Mais et j'ai démontré tu dans fais ma des déclarations qui dépassent clairement ton domaine de compétence. Ah non, pas du tout. Ce qui est un tout grand problème. Ben, va lire mes 12 livres et puis on verra puis mon CV. Alors voilà, c'est ce que je vous disais au tout début à l'accueil de ces conférences. Nos intervenants auront différents points de vue, différentes opinions sur plusieurs sujets. Oui, juste Robert. un grand merci aux organisatrices d'un travail extraordinaire. Alors, merci infiniment à vous tous pour votre présence ici aujourd'hui. C'était une longue journée, ça a été vraiment riche en échanges, en informations. Alors, merci encore infiniment. Merci.